Bienvenue à toi dans le podcast Réussir autrement. Tu vas y découvrir les histoires et les conseils d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs de haut niveau et de personnalités au parcours exceptionnel et atypique. Ici Pierre-Antoine Blondel, je suis super heureux de te présenter ces réussites hors normes et on commence tout de suite avec le podcast du jour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyrielle Ariel pour ce nouvel épisode du podcast Réussir autrement. Donc Cyrielle, tu es, en plus d'être une humaine incroyable, journaliste d'impact, on va en parler un petit peu après, blogueuse, entrepreneur, conférencière et je dirais moi activiste pour un monde meilleur. Tu as réalisé plus d'une centaine d'interviews de personnes que tu appelles des changemakers, à savoir des célébrités, des artistes, des anonymes, entrepreneurs sociaux et autres humains engagés dans des causes variées, mais toujours dans le but d'améliorer les choses dans le monde. Et tu es également l'auteur du livre « Faire battre le cœur du monde » que j'ai eu la chance de découvrir grâce à un membre de ma famille et qui retrace ton parcours jusqu'à aujourd'hui et surtout aborde un événement qui est le déclencheur de ton changement de vie, à savoir la découverte d'un souffle à ton cœur avant ton départ en mission humanitaire l'année de tes 27 ans. Si je me trompe pas. C'est ça. C'est bien ça. Alors, j'en dis pas plus pour le moment parce qu'on va aborder tout ça. À nouveau, je te remercie d'avoir accepté de témoigner, de nous partager ton histoire, ta vision, ce qu'est la réussite et ton parcours. Est-ce que tu as, pour commencer, un petit mot à dire en plus à cette présentation? J'espère que elle était assez complète, mais tu as vécu tellement de choses que... Mais je suis toute rouge, Pierre-Antoine. Bonjour à tous et à toutes. Non, mais que dire dans cette intro qui a l'air complètement complète? Bon, génial. Je pense que le point de départ vraiment, et c'est le cas dans ton livre, c'est ce souffle au cœur qui t'a été diagnostiqué l'année de tes 27 ans. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et peut-être le mettre en perspective avec ce que tu faisais avant cet événement? Eh bien, je suis partie, moi, en quête de sens à l'année de mes 27 ans. Enfin, c'était fin 2013, ensuite premier semestre 2014. Et avant, j'étais journaliste animalière dans une rédaction. Et c'est en partant en quête de sens, je me suis intéressée à l'humanitaire, j'ai créé un programme TV. Ensuite, j'ai trouvé une ONG pour emmener sur le terrain. Et c'est là que j'ai découvert le Bangladesh, mais aussi et surtout les Rohingyas, les apatrides réfugiés en Birmanie et au Bangladesh. Et cette mission humanitaire, bien évidemment, en plus de me faire découvrir mes frères et mes sœurs qui vivent dans une misère absolue, qui est complètement catastrophique et pitoyable. C'est horrible de voir une misère humaine devant soi, et notamment quand on voit des enfants et des nourrissons qui en plus souffrent de malnutrition. C'est complètement terrible. Et sur le plan santé, c'était terrible aussi parce que ce souffle-cœur que l'on m'a diagnostiqué à l'Institut Pasteur en me faisant vacciner la veille de mon départ s'est révélé être à mon retour une cardiopathie congénitale, et je me suis fait opérer 3 semaines plus tard. Et donc, j'ai un énorme message de prévention à faire. Moi, ça fait 5 ans, bientôt 5 ans et demi que je suis opérée et qu'aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle dans le corps médical un parapluie. J'avais une communication entre les 2 oreillettes. Et toi, tu appelles ton bijou de cœur, c'est ça? C'est mon bijou de cœur, voilà. Ouais. La prothèse est très jolie. D'ailleurs, sur la jaquette de la couverture de mon livre, je la porte en collier. Et elle fait vraiment cette taille. Exact. Elle est dans mon cœur. C'est exactement cette taille que j'ai. Et j'ai une autre amie qui il y a 3 semaines, pareil, sur le tard, au stéthoscope, on entend il y a quelques mois que son cœur tapait un peu plus fort, et elle vient de se faire, elle, opérer, pareil, d'une cardiopathie congénitale, sauf que elle s'est fait opérer à cœur ouvert avec 24 agrafes. Et hier, j'étais avec elle dans un centre de réhabilitation. J'avais limite les larmes aux yeux en la voyant refaire du sport, etc., avec sa cicatrice maintenant sur le thorax. 42 ans, c'est une warrior. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est véritablement écoutez votre cœur, mais l'écouter sincèrement, c'est quand même, si on n'a jamais été voir un cardiologue à partir de ses 15-20 ans, c'est véritablement y aller, parce que une naissance sur 100, c'est une malformation cardiaque congénitale. Et ça, personne ne le sait, à part quand on passe au bloc. Voilà. Mais ça, donc c'est mon message. Effectivement, un grand tournant dans ma vie, une grosse claque à tout point de vue. D'abord par le côté humanitaire et ensuite
ma façon de voir la vie grâce à cette mission humanitaire dans les camps de réfugiés et ensuite face à la mort. Et donc, ouais, effectivement, j'ai eu un gros shoot en 2014 et ce qui m'a donné envie d'agir pour le for good vers les personnes qui ont besoin de lumière, vers les personnes qui ont une solution, vers les personnes qui arrêtent de se plaindre, vers les personnes qui arrêtent de critiquer mais qui agissent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, hein, à tout point de vue d'ailleurs, ce sont les gens qui agissent et qui n'ont pas le temps de critiquer ou de perdre du temps, mais qui sont dans l'action et en plus qui sont dans l'action pour l'intérêt général, pour notre bien commun, et donc c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, donc toutes ces personnes que toi tu appelles les change makers, donc les faiseurs de changement, si je peux traduire ça. Les game changers aujourd'hui maintenant, on dit les game changers, donc des gens qui changent quoi. Et tu parles d'ailleurs dans ton livre de journalisme de solution en fait. C'est un switch que tu as opéré suite à cette phase que tu as traversée. C'est ce qu'on appelle, effectivement. C'est après, je me suis dit, mais oui, j'ai envie d'aller tendre mon micro vers toutes les personnes qui sont porteurs de solutions. Donc, effectivement, il y a ce registre de journalisme qu'on appelle journalisme d'impact. À l'anglo-saxonne, c'est impact analyst. En France, on n'est pas non plus 10 000, hein, mais effectivement, c'est le terme de journalisme d'impact ou journalisme de solution. Et donc, c'est véritablement, c'est mettre en lumière, au lieu de parler des faits anxiogènes, des crises, des corruptions, des meurtres, des crashs d'avions, etc. C'est de dire, regardez, ici, il y a de la création d'emplois, il y a des gens aux réfugiés, aux handicapés. Tu es toujours dans le podcast Réussir autrement avec l'interview de Cyrielle Ariel. Tu viens de le voir, il y a eu un bug dans la conversation. Alors en fait, Cyrielle nous disait qu'il y a des gens qui sont là pour tendre la main aux réfugiés, aux handicapés, aux femmes seules, etc. Allez, on continue tout de suite. Aux femmes seules, aux enfants en malnutrition, aux personnes qui peuvent pas avoir accès aux alimentations bio, etc. Enfin, l'alimentaire bio, etc. Donc c'est tout ça. Ça recouvre un gros champ de personnes. Ouais. Et ouais, voilà, je ne m'y attendais pas, mais dans ton livre, en fait, tu cites énormément de parcours différents dans des domaines extrêmement variés. Aujourd'hui, moi, ce podcast-là, en fait, étant entrepreneur et effectivement aimant les personnes comme toi qui sont dans la proactivité très très positive, parce que je t'ai d'abord découvert à travers le livre, mais ensuite il y a pas mal de vidéos, de conférences TED notamment que tu as faites sur Internet. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces personnes que tu as pu interviewer, et peut-être que tu peux en citer certaines aussi, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Elles sont passionnées. Après, j'ai interviewé près de 500 personnes, donc j'en ai interviewé depuis encore plus après mon livre qui est sorti en mars 2018. Mais la vision de ces personnes, c'est la passion. Je pense que sincèrement, c'est le moteur de toutes ces personnes. Elles sont passionnées et ensuite c'est mettre du sens dans leur passion. Donc elles vont dire voilà, je vais faire de la mode éthique. J'adore, je suis passionnée de mode. Je vais faire du 100% français, du made in France, du coup, du coton bio, etc. Ça va être, je suis passionnée par l'alimentaire, mais moi, voilà, parfois c'est des histoires personnelles. Je suis allergique au gluten, au lactose. Ok, je vais ouvrir une boulangerie végane sans lactose. Enfin voilà. Donc généralement, ça part d'une conviction, puis ensuite c'est la passion, puis après ils prennent tous le risque d'entreprendre. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le but c'est effectivement ils deviennent acteurs de leur vie professionnelle. Et je pense que l'entrepreneuriat a beaucoup est un énorme booster dans la vie parce que on se challenge nous-mêmes, on n'est plus là en train de compter ses heures, à tout point de vue, hein, et on n'est pas là en train de pointer pour un patron, mais on est son propre patron, on prend tous les risques, donc on prend autant les échecs que les réussites en pleine face, et en même temps ça forge, et je trouve que toutes les personnes qui se lancent, toutes ces startups sociales ou environnementales qui se lancent et toutes celles qui arrivent à changer d'échelle, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, demain, je donne une conférence chez Live for Good, qui est portée par un patron pareil, qui est numéro 2, numéro 3 de Microsoft Europe, qui a monté ce mouvement Live for Good et qui regroupe plein d'entrepreneurs sociaux. Et je trouve ça juste incroyable. Et il y en a de plus en plus, notamment de notre génération. Ouais, je trouve qu'il y a un switch un peu qui s'opère dans les mentalités en France, en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Et tu parlais de la passion.
Et il me semble que c'est à la fin de ton livre, tu dis pour changer le monde, laissez-vous guider par votre cœur, même quand celui-ci est rafistolé. Je pense que c'est peut-être même la dernière phrase. Et justement, en fait, toi, quelque part, tu as créé ton métier sur mesure. Et on sent que c'est vraiment ton drive, c'est suivre ton cœur, écouter ta petite voix et l'amour de ce que tu fais. Est-ce que, comme tu le disais, tu étais journaliste animalière avant ce problème au cœur que tu as eu, et t'en parles vraiment intensément dans les premières pages de ton livre. Je veux dire, on ressent la peur et la douleur que tu as pu avoir. Il y a énormément d'êtres humains, moi le premier également, qui changent leur façon de faire et partent en quête de sens après des périodes très sombres, tu sais, très dures, où on traverse un peu une zone d'ombre. Est-ce que tu peux en parler un peu pour toi? Comment ça a été déclenché? Parce que moi, j'aimerais beaucoup que ce podcast qui puisse aider des personnes qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas, sans qu'elles aient besoin d'attendre, tu sais, ce moment hardcore que certaines personnes peuvent vivre avant de se dire, en fait, j'ai qu'une vie et il est temps que j'y aille à fond, en fait. Est-ce que tu peux en parler pour toi et peut-être donner des conseils autour de ça? Mais moi effectivement, j'avais pas forcément de business plan au départ, et j'avais personne pour m'aider, hein. Mais je pense qu'à partir du moment où on est passionné, on fait les choses à cœur, on n'est pas là en train de tromper ses heures, et c'est pas des efforts, ou c'est pas hardcore de se documenter, de faire des démarches administratives pour monter sa boîte, pour essayer de trouver des associés et ensuite commencer sa boîte. Donc je pense que les gens qui ont peur, le meilleur conseil que je peux donner, c'est rencontrer des entrepreneurs. Ouais, l'entourage. Et rencontrer les gens que vous voulez devenir. En fait. Exactement. Moi, j'adore tous les gens que je rencontre parce qu'ils m'inspirent. Je me dis que voilà, ils entreprennent. Moi, j'entreprends ma vie de communicante, en fait. Je suis une slasheuse et je fais pas qu'une seule chose toute la journée et j'ai pas d'horaire. Et je pense que c'est pareil. Ouais, c'est ce que tu as besoin pour te sentir épanoui au quotidien, à mon avis. Mais aujourd'hui, voilà, je peux plus, moi, en tout cas, rentrer dans des cases, pointer et faire toute la journée la même chose et repartir, etc. Aujourd'hui, voilà. Après, quand on est entrepreneur, bien sûr, on n'a pas la sécurité forcément d'un salaire fixe chaque année, chaque mois, etc. Ça, c'est sûr. Mais on a une autre liberté. Et la liberté de se faire un réseau, d'élargir son réseau, de faire du contact, du coup peut-être de créer des projets et de s'ouvrir les portes, quoi. C'est surtout de pas se laisser dans un carcan et de s'ouvrir les portes, explorer. Moi, je suis passée de journaliste dans les animaux, ensuite à l'écologie, l'environnement, ensuite l'entrepreneuriat social. Et là, aujourd'hui, je suis en train de m'attaquer à m'intéresser à tous les sujets RSE, raison d'être et entreprise à mission. Raison d'être, pardon. Et l'entreprise à mission. Tous les engagements des entreprises aujourd'hui. Donc, je suis en train d'étudier tout ça. Donc, ça reste dans la même zone. Mais au niveau des entreprises, parce que effectivement le changement se fait par nos changemakers, les entrepreneurs sociaux, mais aussi avec les entreprises qui elles ont des centaines, des dizaines, des centaines ou des milliers de salariés à travers le monde et qui quand ils changent, je sais pas, un produit, le matériel d'un produit ou un ingrédient, ça a un impact conséquent. Ou la réduction de plastique dans leurs produits ou le changement, etc. Ça a un impact aussi. Donc ça, je m'intéresse à tout ça aussi. Mais à chaque fois, c'est de l'exploration, c'est des rencontres qui nous élargissent le champ, le spectre, voilà. Et donc, c'est juste rencontrer. C'est pas forcément si on s'entoure de personnes qui ne sont pas comme nous, qui toute la vie, ça fait 20 ans qu'elles sont dans la même entreprise. Forcément, c'est pas les premières personnes à vous encourager parce qu'elles ne peuvent pas vous parler d'une chose qui leur est inconnue. En revanche, entourez-vous, allez questionner des personnes qui vous inspirent. En disant ça, comment lui il a monté sa start-up Blablacar, comment il a fait pour pas changer d'échelle et développer à travers le monde. Et basket déjà, ok, donc c'est pas une entreprise ESS, mais elle est plus responsable. Voilà, c'est aller interviewer, questionner les personnes qui vous correspondent en tout cas dans votre business. Ouais, 100% d'accord, oui. C'est exactement ce que j'ai commencé moi à faire il y a 3 ans et effectivement ton parcours est extrêmement organique. J'imagine que tu avais peut-être des aspirations il y a quelques années, mais tu ne savais pas que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui. Pas du tout. Et la société change. Le journalisme d'impact, il y a 15 ans, on n'en parlait pas. L'environnement, l'écologie, on n'en parlait pas non plus, c'était pas. Et aujourd'hui, voilà, les étudiants font la grève.
Toutes les entreprises maintenant, quand elles font des embauches au niveau des RH, sont obligées de mettre du sens, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne vont pas postuler dans des entreprises qui polluent, qui investissent dans les énergies fossiles, etc. Donc aujourd'hui c'est omniprésent. On est en 2019, on est 4 ans après la COP 21, voilà, on en parle, c'est omniprésent. Mais il y a 15 ans, pas du tout. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça la société évolue, les intérêts, les passions aussi, et voilà, elle est en mouvance et il faut s'adapter. Et après ça fait émerger l'internet aussi, n'arrête pas de tous nos smartphones, toutes les nouvelles applications, tout change. Donc rien n'est figé. Effectivement aujourd'hui, simplement aller se questionner, aller voir les personnes qui se sont lancés, qui sont des entrepreneurs et comment ils arrivent à avoir un business pérenne. Voilà. Ouais, tout à fait. Il y a dans ce que tu me dis, il y a 2 choses que j'ai envie d'aborder. C'est peut-être en premier, il y a un élément qui a, à mon avis, été un pivot aussi, c'est la création de ton blog. Et j'en parle parce que moi, c'est le cas, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à transformer ma vie, c'est finalement de communiquer sur Internet autour des sujets qui me passionnaient et comme toi, aller à la rencontre de personnes dont le parcours m'inspirait. Et il y a une autre chose, c'est j'aimerais connaître toi ton rapport à l'échec, parce que là, qui dit réussite dit aussi échec, et je pense que c'est important d'avoir le bon état d'esprit là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire si ton blog aujourd'hui joue encore un rôle ou quel est le rôle qu'il a joué, parce que je pense que beaucoup de personnes gagneraient à créer du contenu autour de leur passion sur Internet. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que toi tu penses de l'échec et comment tu l'abordes? Le blog, en fait, c'est un CV. Ouais, je me suis dit, demain, je veux aller, je sais pas moi, je veux continuer à faire ce que faisait Nicolas Hulot, mais cette fois-ci avec des entrepreneurs, etc., au-delà des aventuriers ou des explorateurs. Je me suis dit, mais ok, mais en fait, il faut bien montrer ce que tu sais faire. Et donc aujourd'hui, fais-le. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé mon blog. Et puis j'ai démarché toutes les personnes, que ce soit Mathieu Ricard, Pierre Rabhi, Amartya Bertrand, Deepak Chopra, Vandana Shiva. J'ai eu tout ça. Et merci de les citer parce que j'osais pas te demander, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, puisque là on est sur un format podcast, c'est pour montrer quand même que tu as rencontré autant des anonymes qui font des choses énormes, mais aussi des personnes avec un aura énorme, quoi. Oui, il y a eu le prince Albert, il y a eu Schwarzenegger, il y a eu le Dalai Lama, Deepak Chopra qui est extrêmement connu et qui fait des télés avec Oprah Winfrey aux États-Unis. J'ai eu qui d'autre? Robert Redford aussi, il était venu lors de la COP 21. Voilà, donc plein de personnalités qui ont à chaque fois un discours pareil, donc c'était toujours sur l'environnement généralement, sur l'écologie. Ouais. Et non, c'est extrêmement formateur et puis plein d'entrepreneurs. Donc non, c'est vrai que je me suis nourrie et c'est vrai que j'oublie trop souvent toutes les personnes qui m'ont nourrie et parfois quand j'ai peut-être des downs, j'aurais plus y penser en disant mais voilà, reprends l'énergie de toutes ces personnes que tu as pu interviewer et go quoi. Mais non, le blog, c'est bien évidemment la meilleure façon d'apprendre soi-même, puis de se faire un réseau, et puis de se faire c'est son meilleur CV. Aujourd'hui, c'est même, pour moi, il n'y a pas de CV, c'est aller sur un blog où tout le monde fait sa chaîne YouTube ou son podcast, et voilà ce que je sais faire, et je me dis il y a personne qui peut mieux faire que vous-même. Et ensuite face à l'échec, en fait moi comme je suis un peu spirituelle, un peu beaucoup d'ailleurs, je me dis que derrière chaque échec, quand il y a une porte qui se ferme, en fait il y en a une autre qui s'ouvre. Donc pour moi je le prends comme ça, quand il y a un échec quelque part, mais que ce soit même dans les relations personnelles, une relation avec un boss, avec une copine ou un copain, quand ça marche pas, quand ça veut pas marcher, c'est une question de timing, et je me dis que généralement quand je suis face à un échec, je me dis c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Et généralement, effectivement, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, quand je regarde, je dis mais effectivement, en fait aujourd'hui je suis là. Et je suis bien mieux là que quand le chemin où je voulais aller il y a 4 mois quand la porte s'est fermée. Sauf que sur le moment on comprend pas. Et en fait avec le temps on dit mais je comprends mieux, la porte s'est fermée, ça m'a permis du coup de rencontrer telle personne qui m'a amené sur tel projet et maintenant tel projet j'en ai fait un business. Et donc moi je le prends comme ça. Quand ça veut pas, ça me fait rire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je me dis moi qui suis devenue assez spirituelle avec je me dis l'univers ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est pas la bonne personne, ou moi-même je suis pas assez prête. Mais en tout cas, ça sert à rien de chercher midi à 14h. J'attends de voir, effectivement, généralement, quand on regarde avec le recul, on dit effectivement, non, mais je suis bien mieux là où je suis que là où je voulais aller, en fait. Yes. Tu parles de spiritualité, je suis également très très spirituel, je médite beaucoup et j'ai lu beaucoup de choses autour de ce sujet-là. Je sais que
L'Alchimiste de Paulo Coelho, ça, c'est une référence pour toi? Bah oui, alors quand je le cite, on me regarde genre ah bon, c'est ça ton livre? Bah oui, en fait c'est mon livre qui me chaque phrase me transporte avec Santiago et oui, c'est comme chaque méditation en fait quand on médite et qu'on se visualise. On est un peu on est un Santiago, hein. On est en train de rechercher qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quelle est notre mission. On est tous à la recherche de notre trésor. Alors chacun va le chercher. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'abondance? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la joie? Chacun a un trésor en numéro 1 par rapport, voilà. Moi, quand j'étais affrontée à la maladie, je n'avais rien à faire de l'amour, etc. C'était être en forme, avoir la santé. Là, ça devient primordial. Et après, on se met à penser à autre chose. Mais chacun a son trésor à un instant T. Et ouais, l'alchimiste m'a fait beaucoup de bien quand j'étais, justement, il n'y a pas de hasard. Au moment où j'étais en quête personnelle, je tombe sur ce livre en me disant c'est un best-seller que j'ai pas lu. Ça fait 30 ans. Voilà. Et bizarrement, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, m'a rien fait. Alors c'est tout l'opposé. Dans le mainstream, tout le monde cite Le Petit Prince. Alors moi, je l'ai lu et sur le tard et je me suis dit bon, ok, je préfère l'alchimiste. Mais voilà. Après, ça résonne avec on va dire, les affinités de chacun. Je comprends pourquoi tu l'as vécu différemment. Effectivement, c'est deux styles très différents. Déjà, Le Petit Prince, moi, je l'ai relu beaucoup plus tard et plusieurs fois, et à chaque fois, il y a un autre regard. Mais l'alchimiste... C'est ça, peut-être qu'il faut que je le relise, alors. Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, t'as vraiment une énergie solaire incroyable, et je pense que c'est propre aux personnes très spirituelles. Je sais pas si on peut en parler dans le podcast, mais je pense que tu crois un peu au choix d'incarnation, aux missions de vie. Je sais pas si tu veux développer ça ou pas. Si, mais après, bon, je sais pas, c'est pas du tout mainstream et voilà, ouais. Et c'est pas business, mais après, voilà, c'est propre à chacun. Ouais. Et la spiritualité, ne pas confondre surtout avec la religion, ça n'a absolument rien à voir. Mais effectivement, tous les gens qui font du yoga, qui font de l'introspection sur eux-mêmes, qui se font de la pleine conscience, qui méditent, etc., entre guillemets, c'est comme si, voilà, on essaie de s'aligner avec son âme, de trouver la paix et de se trouver déjà bien. Et la paix intérieure, c'est véritablement quand on s'aime soi-même et qu'on arrête d'être aigri, qu'on arrête d'être critique, qu'on arrête de toujours se plaindre, etc. Et je pense que, sincèrement, tout ça après, chacun a son mot. Est-ce qu'on parle d'âme? Est-ce qu'on parle de réincarnation? Je veux pas rentrer là-dedans. J'ai mes propres croyances, mais oui, voilà. Mais je pense que voilà, la méditation, en tout cas, pour ne pas effrayer, ça fait du bien au moins pour apaiser. Et après, d'autres, effectivement, ont d'autres grilles de lecture. C'est apaiser son âme, se trouver soi-même. Pourquoi on s'est incarné, pourquoi dans cette vie-là qu'est-ce qu'on doit travailler, on doit trouver quoi, on doit travailler quoi, l'indépendance, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur d'entreprendre, voilà. Mais après, voilà, c'est un autre sujet, mais en tout cas, écouter son cœur, c'est un peu là-dedans, c'est écouter soi-même, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aime, où on est meilleur, où c'est quelque chose de facile pour nous, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui nous inspire. C'est un peu ça, tu vois. Chacun a son propre mot, mais... Ouais, je comprends. Si tu devais, pour toi, avec tout ce qu'on vient de partager et tout le parcours vraiment très riche que tu as, définir là, aujourd'hui, la réussite pour toi. Pour certaines personnes, c'est être heureux. Pour d'autres, c'est avoir des projets, c'est avoir du temps. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aurais un peu une définition de la réussite que tu peux souhaiter aux autres et pour toi-même surtout? La réussite, c'est atteindre ses objectifs. Donc déjà, faut noter ses objectifs. Je ne sais pas si tout le monde le fait. Voilà, déjà. C'est quoi mes objectifs à 20 ans? Les objectifs changent tout le temps. Plus on avance, plus on se prend des gamelles, plus on se relève, plus on fait des rencontres, plus on se questionne, plus on rechute, plus on se relève. Voilà, ça s'appelle l'expérience. Donc moi, je pense que c'est aux États-Unis, c'est plus à l'anglo-saxonne où on préfère d'abord que les personnes connaissent l'échec pour ensuite les embaucher ou en tout cas, investir dans leur projet. Parce que ça permet de stimuler notre côté créatif et de savoir comment retomber sur ses pattes. Mais aujourd'hui, la réussite, je sais pas comment le définir, si ce n'est quelque chose qui nous fait avancer. Et qui nous fait nous sentir bien, nous épanouir, et le fait qu'on n'a pas l'impression que le mot travail est égal effort. Moi, depuis que j'ai quitté mon poste de salarié, chaque journée est différente.
les questionnements, les prises de recul sont constantes. Et je pense que c'est ce qui me fait grandir chaque jour. Donc, mais la réussite aujourd'hui, c'est se sentir libre. Moi, aujourd'hui, je me sens libre. J'ai moins de sécurité qu'avant, mais qu'est-ce que je suis libre? Et je suis tellement plus riche à l'intérieur. Donc ça dépend, c'est vraiment propre à chacun. D'autres vont préférer être salariés, travailler dans des groupes qui, je sais pas, dans une ONG. Enfin, si je reste dans mon prisme, c'est aussi super de travailler ou faire même des heures de bénévolat. Voilà, je vais bientôt dans 2 semaines en faire une maraude avec la Croix-Rouge. D'autres, voilà, ils dédient leur temps le soir, ils sont contents d'être bénévoles pour la Croix-Rouge ou pour aller faire du militantisme avec le Greenpeace ou WWF, j'en sais rien. Mais c'est vraiment se sentir bien dans chaque action, en fait. Mais après, tout est propre à chacun. Donc, c'est compliqué de dire ça. Mais en tout cas, d'allier peut-être sa passion et son business. Si on en revient côté entrepreneuriat, c'est ça. C'est être passionné par ce qu'on fait au quotidien, parce que quand même, travailler, c'est beaucoup d'heures dans une vie. Donc, si à chaque fois on y va avec la boule au ventre, c'est vrai que c'est pas très cool. C'est difficile, ouais. Voilà. Alors, ouais, tu le sais peut-être pas, mais le premier blog que j'ai lancé s'appelait quitter-son-job.fr et effectivement, j'avais vraiment ce besoin. Pourtant, c'est un métier passionnant, l'architecture, mais le style de vie était beaucoup d'heures de travail, etc. Et donc, je crois qu'on n'a plus envie de ça aujourd'hui. Demain, j'ai envie d'aller, même quand tu fais de la finance, d'aller dans une banque ou dans un fonds et on va te dire tu bosses jusqu'à 23 heures. En fait, je pense qu'on n'a plus envie de ça, quoi. Bah, tu as parlé de liberté et je pense qu'effectivement, lorsqu'on devient indépendant, même s'il y a le côté sécurité qui est moins présent, on a cette liberté d'action qui est salvatrice, quoi. Et mais ça fait du bien, on se sent mieux. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, on a plus de temps pour nous, que d'être dans un métro boulot dodo, se faire des ulcères à l'estomac, ne pas dormir, se bourrer de médoc. Bah ouais, mais non. Ouais, je comprends. Je me sens vraiment aligné avec ta vision. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme réussite dans le futur? Est-ce que tu as des projets que tu voudrais évoquer, partager? Est-ce que alors les projets quand ils ne sont pas encore officiels, on peut peut-être pas trop mais voilà, d'arriver parce que tout est en lien avec toujours la promouvoir le changement dans le bon sens. Donc voilà, et surtout une bonne santé, voilà la base, une bonne santé et de continuer. Mais c'est ce que je souhaite à toutes et tous, surtout c'est voilà, ne pas avoir peur du futur, mais et foncer dans le sens où essayons de chacun faire notre part pour avoir un impact positif sur notre planète, que ce soit en tant que citoyen, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. À tous les échelons, on a juste un rôle, une responsabilité. Donc aussi bien dans notre vie de famille que dans la vie du travail. Voilà. C'est de faire le plus que possible des achats responsables ou voilà, des modes de transport responsables, voilà, consommation. Être les colibris, chacun à son échelle, quoi. Exactement. Comme disait, je recite Michael Jackson. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, tout le monde parle de Pierre Rabhi. Michael, il n'a pas le vent en poupe en ce moment, mais ça, je m'en fiche. De toute façon, il est mort, on ne saura jamais. Donc, c'est facile aussi de critiquer quelqu'un quand il est réduit en poussière. Mais Michael, en 87, il chantait effectivement. Il a chanté des dizaines de titres engagés. Il a monté une fondation. Il a levé 500 millions de son vivant en faveur des plus démunis. Il a payé des opérations dans les hôpitaux pour les enfants qui pouvaient pas se le procurer. Voilà. Et il a chanté aussi une chanson qui avait un énorme call to action qui s'appelle Men in the Mirror, qui disait si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Et merci Michael, parce que c'est cette chanson qui m'a fait switcher du jour au lendemain. Alors j'en ai bavé, je suis tombée au chômage, je suis tombée au RSA. Et mon Dieu que j'étais passionnée, j'avais la vie, j'avais un nouveau cœur, j'avais une prothèse qui battait et j'ai échappé à la mort grâce à cette chanson qui m'a fait donner toute l'impulsion pour écrire un projet humanitaire. Je me suis retrouvée dans les camps de réfugiés et la vie a voulu que finalement après je sois au bloc opératoire d'urgence. Et donc merci. Voilà. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Comme quoi ça part parfois de rien. Ouais, tout à fait. Mais vraiment c'est moi qui te remercie parce que je pense que c'est une super belle façon de finir cette interview podcast, puisque c'est quelqu'un qui est un rôle modèle pour toi. Et je pense que c'est une très belle conclusion. Tu en parles beaucoup dans ton livre. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ton livre s'appelle donc Faire battre le cœur du monde, de Cyrielle Ariel. Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver sur les réseaux, etc.?
sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà, c'est surtout ça. Et mon site internet, là où je mets mes dernières conférences, je communique de mon activité. Yes. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour conclure ce podcast? Je pense, c'est une phrase bateau, mais en fait c'est la phrase bateau la plus importante, en fait. C'est aimez-vous, en fait. Yes. Parce que quand on s'aime, sincèrement, c'est pas évident de s'aimer. Non. Et quand on s'aime, on est beaucoup plus zen avec soi-même et ensuite avec les autres et l'entourage. Et que ce soit dans sa propre famille, avec ses enfants, avec ses collaborateurs, avec ses associés, la vie est beaucoup plus douce quand on s'aime et qu'on accepte et qu'on pardonne. Et voilà, je trouve qu'on a un meilleur équilibre et ensuite une meilleure philosophie de vie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Réussir Autrement. Je t'invite vraiment à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'as découvert. Si tu es sur Apple Podcast ou iTunes, tu peux également me laisser des étoiles pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et si tu es sur Facebook, Insta ou YouTube, tu peux liker, partager, en parler autour de toi et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il te suffit de taper Pierre-Antoine Blondel. Et tu peux également, si tu souhaites que je t'aide à devenir libre grâce à Internet, aller sur pierreantoineblondel.com et je t'aiderai à développer un business autour de ta passion. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a motivé à passer à l'action pour réaliser tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.